messieurs, le premier sujet donc qui nous accapare tout au long de cette matinée, puisque le verdict est prévu à 11h30 concernant Pierre Palmade. La Cour d'appel de Paris décidera s'il reste assigné à résidence dans un hôpital sous surveillance électronique ou s'il est placé en détention provisoire suite au grave accident du 10 février dernier. Je vous rappelle que l'humoriste de 54 ans est mis en examen pour homicides et blessures involontaires par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants en état de récidive légale. Pour bien comprendre ce qui attend Pierre Palmade, ce qui attend aussi les délibérés, à savoir les parties civiles, mais aussi la partie judiciaire, pour bien comprendre les enjeux, nous sommes avec Hector Lajoigny, qui est avocat pénaliste. Bonjour Hector. Hector Lajoigny, êtes-vous avec nous ? Bonjour. Voilà, bonjour maître. Nous avons, ça y est, une connexion qui est établie. Nous avons plein de questions à vous poser concernant Pierre Palmade. 11h30 déjà, cette mise en délibéré, parce que rappelons que dans un premier temps, il y a eu vendredi une audience à laquelle Pierre Palmade n'a pas participé. Le délibéré donc pour aujourd'hui. Est-ce que c'est déjà un élément de réponse sur ce qui attend Pierre Palmade, le fait que la justice ait eu besoin d'un peu de temps? Oui et non. Moi, je pense que vendredi, les juges ont décidé de mettre en délibéré. Mettre en délibéré, cela veut dire que l'on ne rend pas la décision immédiatement, mais quelques jours plus tard. Tout simplement parce que l'affaire était médiatique. Sauf qu'en mettant la décision quelques jours plus tard, vous prenez le risque que l'on vienne vous reprocher de ne pas avoir pris en compte quelque chose qui s'est passé ce week-end. Et que s'est-il passé ce week-end? Un AVC extrêmement grave. En l'occurrence, oui. Alors, vous dites extrêmement grave, justement, parce qu'il y a plusieurs médecins qui se sont exprimés dans la presse, un petit peu partout, depuis samedi soir. D'aucuns disent que l'AVC, effectivement, est quelque chose de particulièrement dangereux, accident vasculaire cérébral, mais que dans certains cas, il peut être bénin, et le fait qu'il n'y ait pas eu d'intervention chirurgicale et que finalement Pierre Palmade soit sorti assez vite des soins intensifs prouve que les conséquences ne sont pas forcément très importantes. Alors la seule règle à prendre en considération pour vous répondre, c'est que la détention provisoire doit être compatible avec l'état de santé de la personne. Donc là, si les juges décident de l'envoyer malgré tout en prison, ils prennent le risque que l'avocat de Pierre Palmade demande une expertise judiciaire pour démontrer que son état de santé ne serait pas compatible avec la détention provisoire. C'est ça la question. Ouais. C'est est-ce que les juges vont prendre le risque de l'envoyer en détention provisoire alors que les médecins s'accordent tout de même à dire qu'un AVC est extrêmement grave, et même si son pronostic vital n'est pas engagé, je rappelle que les prisons françaises sont d'une vétusté et ont des conditions de détention mais proprement scandaleuses, et qu'il n'y a pas assez de médecins du tout en détention. Vous devez attendre 1 mois et demi, 2 mois pour voir un médecin en détention. Ouais. Alors Pierre Palmade, il en verra peut-être un avant, mais il sera extrait d'un milieu dans lequel il est soigné pour être placé dans un milieu dans lequel il serait mal soigné. Ça serait aberrant comme décision. Bon, maître Hector Lajoigny, question sur finalement la décision. Évidemment, elle revient au juge. Donc, dans un premier temps, il y a le verdict rendu, et puis ensuite, il y a la validation du corps médical. C'est un peu ça, c'est-à-dire premier niveau de lecture et le second. Tout à fait, mais en réalité, les juges peuvent aussi d'autorité dire finalement on ne va pas rendre une décision aujourd'hui, on ne va la rendre que dans 3 jours parce que on veut qu'il y ait une expertise de Pierre Palmade pour nous dire si oui ou non son état de santé est compatible avec un placement en détention provisoire. Bon, je parle évidemment sous votre contrôle, mais il y a 7 critères dans le code pénal pour la détention provisoire. Le code de la route, lui, précise que pour un homicide involontaire, il n'y a pas de nomination, d'appellation d'acte criminel. Donc, est-ce que, en fonction de ces 7 critères du code pénal et de l'accusation dont est l'objet Pierre Palmade, il serait logique pour vous ou non d'avoir une incarcération? Honnêtement, aucune logique, parce que en fait, il y a 7 critères et vous en avez un que vous retirez quand les faits ne sont pas criminels, donc il reste 6 critères. Les critères qui pourraient éventuellement poser question dans le dossier Palmade, c'est celle d'une fuite de sa part ou celle d'un renouvellement des faits. Fuite de sa part,
moi, je ne crois pas qu'il ait l'intention de fuir la justice. Il risque la prison, certes, mais il n'est pas dit qu'il passe 20 ans ou même 5 ans en prison. Donc moi, je ne crois pas du tout qu'il ait envie de fuir la justice. Par ailleurs, il pourrait très bien être obligé de remettre son passeport et sa pièce d'identité pour démontrer qu'il n'a pas envie de fuir le pays. Et puis, le renouvellement des faits, soyons sérieux, il y a une récidive qui est visée parce qu'il y a eu des faits de détention de stupéfiants en 2019, mais c'est un homme qui n'a jamais été interpellé sous cocaïne au volant. C'est la première fois, donc récidive légale. Il y a, parce que ce sont des critères juridiques, mais je ne vois pas en quoi ce monsieur aurait envie de renouveler les faits. Il a de l'argent, il peut se payer un chauffeur, et puis quand vous avez toute la France qui vous traite de sombres personnages depuis 3 semaines, vous n'avez, je crois, pas envie de commettre de nouveaux délits ou de nouvelles infractions. Bon, alors là, ça soulève effectivement ce que vous dites, énormément de questions. On va prendre dans l'ordre. La première question, déjà, sur l'aptitude à pouvoir être de nouveau un danger, parce que c'est ça, finalement, dont il s'agit. Rappelons quand même qu'il est assigné à résidence dans un hôpital, donc sous surveillance du bracelet électronique, mais également sous surveillance policière. Donc, on est bien d'accord qu'il faudrait, c'est un peu, pardonnez-moi, mais vous savez, le fameux sketch où c'est la chauve-souris qui arrive, qui a 1000 possibilités d'aller vous piquer. Hein, voilà. Donc, finalement, avant que Pierre Palmade puisse prendre une voiture et remettre en danger et reprenne de la cocaïne, enfin, c'est une probabilité 0,003, quoi. Voilà, c'est ça. Mais c'est impossible. Et puis, juger, je cite une grande magistrate qui disait, juger, c'est prendre un risque. Le risque zéro n'existe pas. Mais là, en l'occurrence, c'est peut-être le seul cas où on peut quasiment dire que le risque zéro n'existe pas. Il ne pourrait pas se soustraire de ses médecins. Quand vous dépassez une certaine limite, le bracelet électronique sonne. Alors, il paraît qu'il n'a plus le bracelet électronique depuis quelques heures, mais ça veut dire que c'est sous demande des médecins et donc il pourrait de nouveau l'avoir dans quelques heures. Mais un bracelet électronique, si vous dépassez le périmètre de votre chambre d'hôpital ou de la division de l'hôpital dans laquelle vous êtes affecté, le bracelet sonne. Ouais. Donc, bien évidemment qu'il ne va pas... oui, c'est impossible. Non, mais même... En fait, le juge a toutes les possibilités de lui faire ce qu'on pourrait appeler une prison à domicile sur mesure. On peut lui interdire de conduire, on peut lui demander de remettre son passeport, on peut lui demander de remettre sa pièce d'identité, on peut lui demander de verser un cautionnement, c'est-à-dire de verser 50, 100 000, 200 000 euros pour démontrer qu'il n'a pas l'intention de partir de France et qu'il a l'intention de payer les éventuelles victimes. On peut l'interdire de quitter une ville, on peut l'interdire de quitter l'hôpital. On peut vraiment lui mettre les interdictions, les obligations que le juge souhaite pour éviter la prison. Je rappelle que l'emprisonnement strict est quasiment 2 fois plus cher pour le contribuable qu'un bracelet électronique. Bon, alors, juste un petit clin d'œil, hein, le sketch de la chauve-souris, c'est Jean-Marie Bigard, hein, bien sûr, évidemment. Voilà. Vous parlez à un passionné, évidemment, que je connais mes classiques. Très bien, très bien. Et les auditeurs de Sud Radio, évidemment, auront percuté. Donc ça nous amène finalement à cette question. Hector Lajoigny, vous êtes avocat pénaliste, je le rappelle, vous nous avez éclairé. Finalement, tout cela, c'est beaucoup de choses pour rien, parce que la loi ne peut imaginer de mettre en détention dans ces conditions une personne quelle qu'elle soit, sauf que ce n'est pas une personne comme les autres, et du coup ça devient un petit peu, je pose la question, je lance le débat, justice spectacle ou pas? Non, moi je crois que c'est intéressant un petit peu cette affaire, parce que ça permet aux citoyens de voir que les juges n'hésitent pas à mettre les gens facilement en détention. Puisque là, Pierre Palmade, il était vraiment à 2 doigts d'aller en détention. Et peut-être que dans quelques heures, il sera placé en détention. Donc ça montre que quelqu'un qui boit, parce que lui avait pris de la cocaïne, mais si vous avez eu un dîner samedi soir, monsieur, et qu'il y avait des convives autour de la table, et qu'ils ont bu 1 ou 2 verres de trop et qu'ils ont pris leur voiture, ils peuvent provoquer un accident comme Pierre Palmade et se retrouver confronté à un risque de détention provisoire. Ouais. Donc, la détention provisoire peut concerner tout le monde, y compris des bons pères de famille qui n'ont pas de casier judiciaire. C'est la première chose. Et deuxièmement, justice spectacle. Moi, je trouve que ça doit être extrêmement pesant pour lui, parce que il a fait l'objet de quasiment une fatwa numérique sur les réseaux sociaux quand on voit le déversement de haine de ceux qui n'avaient même pas quelque connaissance que ce soit dans le dossier. Donc, je pense que c'est dur pour Pierre Palmade. Et deuxièmement, moi, je crois que sa notoriété ne lui sert absolument pas, au contraire. Il efface
au risque suivant de se dire est-ce qu'on ne va pas faire un exemple. Bon, c'est très clair. Bon, c'est très clair. Merci beaucoup, maître Hector Lajoigny, pour nous avoir éclairé. Bien sûr, le verdict à 11h30. Nous y revenons dans cette émission. Vous pouvez intervenir 0826 300 300. Les médecins libéraux repartent au combat. Il faut dire que le ministre de la Santé, François Braun, a mis de l'huile sur le feu avec une consultation augmentée d'1,50 € quand les médecins voulaient la doubler. Forcément, il va y avoir problème. Jean-Paul Hamon, le porte-parole des médecins, va nous parler dans un instant. Vous réagissez aussi. 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. À cette période de l'année, c'est souvent pluvieux. Et rouler sous cette pluie, ça peut être stressant. Chez Carglass, on a une solution. Le traitement Carglass anti-pluie. Avec ce traitement pour votre pare-brise, les gouttes de pluie perlent et sont vite éjectées. Vous y voyez beaucoup mieux. Et pour conduire, c'est plus confortable. En plus, en ce moment, pour toute intervention vitrage, on vous l'offre. Et oui, on vous l'applique gratuitement jusqu'au 10 mars. Alors prenez rendez-vous maintenant sur carglass.fr. Carglass répare, Carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. N'oubliez pas, .fr. L'info s'écoute, se vit et se lit sur sudradio.fr ou votre application Sud Radio. On a pensé à Cathy et Jacques, qui aiment beaucoup leur petite fille, et qui, grâce à l'option de suivi que l'on ajoute à son timbre, seront ravis d'apprendre que Chloé a bien reçu le chèque pour son anniversaire. Tu vois, c'est simple. Je rentre le numéro de suivi sur laposte.fr et hop. Eh oui, c'est déjà arrivé. Parce que c'est important pour vous, l'option de suivi pour vos timbres vous permet de savoir quand votre courrier a été distribué dans la boîte aux lettres de votre destinataire. La Poste vous simplifie la vie. Voir conditions contractuelles. Sud Radio à Chalon-sur-Saône en DAB+. Sud Radio. Et si vous tiriez profit de votre patrimoine immobilier? Acteur majeur en valorisation patrimoniale, Senior Consulting Group se mobilise partout en France pour vous accompagner, ainsi que vos proches, dans la réalisation de votre projet de vie. Des solutions envisagées sur mesure pour vous permettre de générer du capital et vivre pleinement votre retraite. Contactez-nous au 0800 400 230 ou sur seniorcg.com et offrez-vous un nouveau départ. Je suis Henri-Pierre Wiby, fondateur de Senior Consulting Group pour une nouvelle génération d'actifs. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron, c'est râpé. Comment ça râpé? Pour les carottes patron, je suis chez Lidl. Et en ce moment, ils font le colis de carottes de 2,5 kg à 3,98 €. Le colis de carottes de 2,5 kg à 3,98 € chez Lidl? Ça revient à 1,59 € le kilo. Et la belle rouge en plus, hein. Je crois que pour nous les carottes, Là, elles sont cuites, ouais, je sais, hein. On est mal. Ah bah oui qu'on est mal. Lidl, trop fort sur les prix depuis 13 ans et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée Cansec 2022. Catégorie 1, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Sud Radio, Parlons vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Frédéric Brindel. Les sujets d'actualité défilent et il y en a de nombreux. Alors le ministre de la Santé, François Braun, s'est exprimé ce matin. Il a regretté, tenez-vous bien, l'absence de responsabilité des médecins libéraux. Allez, on remet un petit peu de provocation. Quand les médecins libéraux demandaient un passage de 25 € à 50 € la consultation, proposition... 1,50 € de plus la consultation. On imagine bien que ça va faire désordre. Les 6 syndicats de médecins ont d'ores et déjà dit qu'il n'y aurait pas d'entente sur la proposition du gouvernement. Il fallait absolument que nous en parlions avec le docteur Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Bonjour docteur Jean-Paul Hamon. Bonjour. Bon, j'ai volontairement montré le côté provocateur du ministre, mais on peut dire que c'est quand même... il n'y va pas avec le dos de la cuillère, hein. Non, et vraiment, ce serait bien que peut-être qu'on change de ministre parce que franchement, quand je l'entends ce matin dire qu'il faut que les médecins fassent un pas vers les Français, ce serait bien que François Braun fasse un pas vers les médecins. Il voudrait nous faire passer aux yeux des Français pour des nantis. Je rappelle que ces nantis-là travaillent 55 heures par semaine en moyenne et que ces nantis-là se suicident 2,5 fois plus que la moyenne des Français. Car il faut rappeler que c'est un métier qui est particulièrement dur à exercer. Et quand, comme depuis 3 ans, vous avez supporté le mépris avec lequel nous traite le gouvernement et que cette proposition de 1,50 € arrive comme une gifle supplémentaire et que les maigres revalorisations qui sont proposées, écoutez bien, ne seraient applicables qu'en 2025 ou peut-être au mieux en octobre 2024, Monsieur Braun se fout du monde. Imaginez que les 600 000 patients qui sont en affection de longue durée, vous savez, quand moi je vois arriver quelqu'un que je ne connais pas, qui vient parce que son médecin est parti à la retraite,
et qu'il n'a pas de remplaçant et qu'il a des polypathologies, qu'il était pris en charge à 100%. Je prends ses comptes rendus d'hospitalisation, je prends ses ordonnances, je les scanne, je les intègre dans le dossier. Tout ça, ça prend un temps fou. Et M. Braun dit, mais voilà, il faut prendre en urgence les 600 000 patients qui n'ont pas de médecin traitant et qui sont en affection de longue durée. Et la revalorisation qui est prévue pour cet acte spécifique, il va arriver le 1er janvier 2025. Oui, c'est vrai qu'on... Monsieur Braun nous prend pour des cons. Et là, je peux vous dire que là, ils vont se prendre un mouvement de déconventionnement et un mouvement de contestation qu'ils n'ont rarement connu. Oui, alors effectivement, Jean-Paul Hamon, bon, moi, dans ce débat, j'essaye de faire mon rôle, de tenir mon rôle de journaliste, c'est-à-dire d'être pondérant, mais c'est vrai qu'on a du mal, d'autant que les Français ont cette affectivité naturelle pour leurs médecins généralistes, notamment leurs médecins traitants, qu'ils voient bien, pour la plupart d'entre eux, au bord de la rupture. Il est très difficile d'avoir des rendez-vous. Les journées de travail de nos médecins sont très conséquentes. Alors, toutefois, essayons de faire l'avocat, entre guillemets, de François Braun. Il dit, la rémunération moyenne d'un médecin généraliste, c'est 90 000 € par an. Quand on rajoute cette convention, 20 000 € par an. Vous répondez quoi ? Mais d'abord, si c'était 90 000, je pense qu'il y aurait moins de mouvements de contestation. Ça, c'est largement contestable, d'une part. Et d'autre part, ce sont des revenus qui sont obtenus avec 55 heures de travail hebdomadaire. Donc, on est loin des 35 heures. La retraite des médecins, elle est à 67 ans. Et le taux de suicide, et c'est un métier qui est tellement dur à exercer, que le taux de suicide des médecins est 2,5 fois supérieur à la moyenne. Donc, si vous voulez, si ce métier était tellement attractif, si ce métier de nanti était tellement attractif et tellement facile à faire, et tellement les médecins glandent tellement qu'on se demande pourquoi la France se désertifie de ses médecins et pourquoi les jeunes médecins ne veulent pas s'installer. Est-ce que M. Braun connaît les conditions d'exercice des médecins généralistes? Non. Est-ce que Thomas Fatome, le directeur de la Caisse d'assurance maladie, connaît les conditions d'exercice des médecins généralistes? On a du mal à comprendre parce que son père lui-même était médecin généraliste et un médecin de campagne. Donc, si vous voulez, on voit la déconnexion de ces énarques qui nous gouvernent ou de ces médecins qui font de la politique et qui font plus de pratique. Moi, je peux vous dire que je suis passé de 1700 patients il y a 6 ans à 2570 patients comme médecin traitant. Les gens font la queue à mon cabinet. Les secrétaires font des acrobaties pour caser les malades. On travaille 5 jours sur 7. Moi, je travaille personnellement entre 58 et 60 heures par semaine. Donc, si vous voulez, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils font de la provocation, ils humilient les médecins et ils voudraient que les jeunes médecins s'installent. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le salaire, les 90 000 €, les 100 000 €, mais les médecins, ils trouvent ça, ils ont des propositions pour être salariés. Il y a des propositions de salariés à 100 000 €, 11 semaines de congé. Et est-ce que vous pensez qu'un type va s'installer en libéral quand on a un ministre qui nous parle comme ça? Donc, et il faut vivre, évidemment. Alors, écoutez, docteur Jean-Paul Hamon, votre cri du cœur, les auditeurs de Sud Radio l'ont entendu. On peut imaginer que vos propos vont être repris parce que c'est clair, on l'a entendu. Il y a une vraie différence de perception de la problématique entre le gouvernement d'une part et le ministre François Braun et puis vous, les professionnels. Nous vous rappellerons, Jean-Paul Hamon, nous referons le point sur Sud Radio parce qu'on part, c'est vrai, maintenant sur une semaine où le conflit va forcément monter. Merci beaucoup, docteur. On vous laisse à vos patients et puis une nouvelle fois, bon courage à vous tous, à vous les médecins que nous aimons. Je voulais revenir sur l'annonce faite par Emmanuel Macron. C'était en marge du salon de l'agriculture. Le président de la République a annoncé un voyage en Chine après la publication par Pékin d'un document proposant une solution politique à la guerre en Ukraine. Tiens, et oui, effectivement, aller à Pékin, ça devient nécessaire à un moment stratégique. Et pour bien comprendre les enjeux, même si on en a déjà une belle idée, nous accueillons Marie Holzmann, qui est sinologue, spécialiste donc de la Chine contemporaine. Bonjour Marie Holzmann.
bonjour à tous. Alors, merci d'être avec nous, mais on se reparlera là aussi peut-être tout au long de la semaine parce qu'il y a plein de choses qui se passent autour de Pékin. Déjà, Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, a accusé la Chine de vouloir fournir des armes à la Russie. Pékin a nié. Visite du chef d'État iranien, le président Raïssi, qui a été reçu par Xi Jinping. Visite cette semaine du président du Biélorusse, Loukachenko. C'est comme si finalement tous les persona non grata de cette planète allaient en Chine. Heureusement, Emmanuel Macron y va. À quoi joue la Chine alors, Marie Holzmann? Pourquoi, heureusement, dans un tel contexte, on aurait envie de ne pas y aller? Ah, peut-être aussi, vous avez raison. Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que Xi Jinping, il a annoncé la couleur depuis un bon moment. Il voudrait bien devenir la grande puissance mondiale, il voudrait supplanter les États-Unis. Et donc, en lançant ce projet de paix pour l'Ukraine, il veut se montrer un peu au-dessus de la mêlée. Mais les discours chinois n'impressionnent plus personne parmi les observateurs parce que Xi Jinping a fait beaucoup de discours. Je me souviens qu'il avait fait un discours à Davos que tout le monde a admiré en disant qu'il avait donné une leçon d'ouverture, de commerce équitable, de mondialisation. Et après, c'est lui qui a fermé la Chine pendant 3 ans. Et il n'y avait plus aucune ouverture, plus aucune mondialisation. Et là, en fait, il était plus proche de son vrai caractère que de ce qu'il avait dit à Davos. Donc, alors, sur l'aspect, justement, sur l'aspect du discours, nous vous suivons à 100%, Marie Holzmann. Maintenant, il y a peut-être une histoire de stratégie, parce que cette semaine, il y a la session annuelle plénière de l'Assemblée nationale populaire, le comité central du Parti communiste. C'est comme si, finalement, Xi Jinping mettait en place un jeu de chaises musicales, une espèce de stratégie où il allait donner et reprendre aux uns et aux autres. Oui, enfin ceci dit, l'Assemblée nationale, on appelle ça l'Assemblée tampon, c'est-à-dire on tamponne les décisions du parti qui ont été prises en novembre et on dit voilà, on entérine, c'est bon, on peut y aller. Donc c'est une formalité, je crois qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu autour de cette Assemblée. Mais en revanche, quand vous dites que c'est un jeu de chaises musicales, je suis tout à fait d'accord avec vous et les Chinois en rigolent. Ils disent la Russie est l'ennemi des États-Unis. Donc c'est notre ennemi. Mais la Russie, c'est aussi l'ennemi de l'Ukraine. Alors, est-ce que l'Ukraine est notre ennemi? Et évidemment, l'Ukraine n'est pas l'ennemi de la Chine, puisque l'Ukraine exporte énormément des tonnes et des tonnes d'alimentation pour les animaux, notamment, et les Chinois ont toujours maintenu une bonne relation avec l'Ukraine. Donc c'est une façon de dire que oui, il y a un jeu de chaises musicales, mais il est vraiment pas clair. Ouais. Bon, les finalités quand même, pour nous rassurer, parce que c'est vrai que tout cela est très inquiétant. Si jamais la Chine, d'une manière ou d'une autre, appuyait la Russie, on rentrerait dans un conflit international assez affolant. Il y a 2 choses quand même. C'est déjà, Pékin s'oppose à tout recours à l'arme nucléaire. Déjà, ça c'est un point important, vous nous le confirmez. Oui, mais enfin c'est quand même une évidence. Enfin même Poutine n'en parle pas trop, quoi. Il en a parlé un peu au début, puis maintenant il n'en parle plus. Et les Américains, avec leurs avions espions, disent qu'ils n'ont pas vu de mouvement autour des endroits où les armes nucléaires pourraient être en train d'être astiquées et préparées pour la bagarre. Donc ça, je pense que ça mange pas trop de pain pour lui. Oui, d'accord. Mais enfin, ça fait du bien de l'entendre quand même. En revanche, il y a un deuxième point, Marie Holzmann, c'est qu'aujourd'hui, et point, on va dire, qui est encourageant dans l'objectif d'aller vers la paix, c'est que la Chine ne peut pas se permettre de subir des sanctions économiques de la part de ses partenaires du monde occidental. Absolument. La Chine a besoin d'exporter, notamment vers les États-Unis et vers l'Europe, et elle a besoin des produits qu'on lui propose. Mais en même temps, nous sommes tout aussi dans le besoin, c'est-à-dire que il y a ce qu'on appelle la chaîne des valeurs. Par exemple, une voiture ne peut pas se passer d'une batterie qui va être fabriquée en Chine. Donc si le commerce se raréfie entre la Chine et la France,
c'est l'économie française qui va être au point mort. Aussi. Et si Emmanuel Macron annonce qu'il fait un voyage en Chine en avril, ce qu'on savait depuis déjà un bon moment d'ailleurs, je pense que c'est beaucoup plus pour resserrer les boulons des échanges commerciaux que pour essayer de convaincre Xi Jinping de rester un agneau bêlant devant les Russes. Même si Xi Jinping souhaite une sortie, on va dire, diplomatique à cette guerre. Donc c'est plutôt encourageant. Vous nous le confirmez, Marie Holzmann, oui ou non? De ce point de vue, oui. Pour ce qui est des ventes d'armes, je pense que les Chinois vendent des armes à la Russie en ce moment, mais ils sont prudents. Donc ils vendent pas des tanks et des jets et des choses très visibles, mais la Russie maintenant a terriblement besoin de munitions, d'artillerie. Elle en utilise, hélas, des quantités phénoménales. Et bon, d'après les informations qu'on a, un peu par le Spiegel, ce qu'on a dit à Burns, à Blinken, etc., la Chine est en train de fournir la Russie. Pour moi, c'est une évidence. Elle va soutenir la Russie. Nous vous rappellerons, c'est clair, Marie Holzmann, parce que ce thème de la Chine va nous occuper, en tout cas jusqu'à avril et la visite du président Macron. Merci à vous. Notre débat, installons-nous, posons-nous, réfléchissons ensemble. La question est grave, de 11h jusqu'à midi. Vous êtes les bienvenus, 0826 300 300. Intervenez, vous êtes parents, vous êtes grands frères, grandes sœurs, d'adolescents. Il est temps de nous dire ce que vous ressentez au quotidien. Il y a, de toute évidence, un mal-être croissant des adolescents. Un adolescent de 16 ans a tué sa professeure d'espagnol à Saint-Jean-de-Luz. Mercredi dernier, il souffrait de troubles psychiques. Notre société va mal et les jeunes sont des éponges. Un élève qui braque avec une arme fictive sa prof à Créteil, des chahuts grandissant dans les classes, des enseignants victimes de violences, d'insultes, de menaces de la part des élèves, mais aussi de leurs parents, ne l'oublions pas. 3 grands spécialistes sont avec nous pour nous éclairer, pour comprendre aujourd'hui nos adolescents. J'aurais la faiblesse de vouloir aussi vous apporter le point de vue d'un papa d'une jeune fille de 13 ans. Pardonnez-moi, mais je le ferai également. Aux côtés de Michel Fize, sociologue et chercheur au CNRS, spécialiste de la jeunesse, auteur de L'école à la ramasse, l'éducation nationale en faillite. Bonjour Michel Fize. Bonjour. Bienvenue également à Johanna Rosenblum, psychologue clinicienne, auteur de Hypersensibilité, comment en faire un atout et comprendre l'emprise pour s'en libérer, aux éditions Alpen. Bonjour Johanna. Bonjour. Et puis vous le connaissez bien, Didier Meillerand, présentateur de La Roue des émotions tous les samedis de 13h30 à 14h sur Sud Radio, mais fondateur aussi du Psychodon Agir pour la santé mentale. Bonjour cher Didier. Bonjour, je suis ravi d'être avec vous, ça me change d'être là. Bien. Bon, entrons dans le vif du sujet. Déjà, alors évidemment, il y a cette actualité, je le rappelais, avec ce drame à Saint-Jean-de-Luz, mais plus généralement aujourd'hui, on sent de la part des adolescents un mal-être. Alors, pourquoi le sentons-nous? Est-ce que déjà vous le concédez et vous le sentez aussi, Michel Fize? Alors la réponse est affirmative, mais j'ai envie de dire tout de suite, si nous étions dans une société parfaite, avec 100% d'emploi, avec un bonheur familial partout, des échecs scolaires nulle part, probablement qu'on ne parlerait pas beaucoup de santé mentale. Alors il y aurait probablement évidemment des pathologies, mais sans doute pas au niveau qu'elles ont atteint aujourd'hui. Ce qui permet de dire que finalement on ne peut pas parler de santé mentale si dans le même temps on ne parle pas de santé sociale, voire de santé morale, voire de santé environnementale. Oui, et voire encore de santé politique par rapport à un régime, la démocratie, qui peut porter quelquefois le pire, malheureusement, en effaçant un peu les repères des uns et des autres. Voilà, donc pour moi qui suis sociologue et non pas psychologue, évidemment, je m'interroge sur les causes qui peuvent entraîner évidemment ce drame de Saint-Jean-de-Luz en particulier. Continuons le tour de table avec cette fois-ci donc le point de vue de la psychologue Johanna Rosenblum. Bon, ce que dit Michel Fize, effectivement, l'environnement, le contexte, nous y reviendrons, est propice
à tant d'inquiétudes, à tant de problématiques, mais il y a eu d'autres époques avant qui étaient tout autant anxiogènes. Est-ce que vous confirmez que les adolescents des années 2020 sont moins à l'aise dans leur vie au quotidien que ceux des années 2010, 2000, 90, 80, 70 ? Alors, moi, c'est ce que je disais à Monsieur Fils tout à l'heure. Je suis de nature assez optimiste. Je suis incapable de vous dire si les jeunes vont moins bien aujourd'hui qu'il y a 30 ans. D'abord parce qu'il n'y a pas de réelles études empiriques dessus. Ensuite parce qu'on ne peut pas comparer un environnement actuel qui n'est pas comparable avec un environnement d'il y a plusieurs années. Il y a 5 ans, il n'y avait pas eu le Covid. Il y a 15 ans, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc avec les réseaux sociaux, il y a plus de harcèlement, plus de stalking, plus de troubles du comportement alimentaire, de dysmorphophobie. Avec le confinement, il y a eu plus de troubles anxieux, plus de dépression, plus d'idées noires, mais parce que ce sont des événements exceptionnels que ces jeunes n'avaient jamais traversés et certains de leurs parents non plus. Donc, à situation exceptionnelle, on ne peut pas mettre en balance une autre époque, une autre génération, une autre façon d'éduquer les enfants. En tous les cas, c'est vrai qu'on voit plus les jeunes en cabinet de psychologie. Je ne sais pas encore une fois si ça veut dire qu'ils vont plus mal. En tout cas, ils savent maintenant pousser la porte des professionnels de santé mentale. Et moi, ça, je trouve ça très, très rassurant. Le discours de beaucoup de jeunes au collège, notamment, c'est de ne plus hésiter à dire « je souffre de dépression ». C'est même... Pardonnez-moi, mais quelque part un peu tendance chez certains jeunes, on y reviendra, je le vois, je le vis. Alors Didier Meyrand, sur la santé mentale, on peut dire, et c'est ce que disait Johanna Rosenblum, c'est-à-dire que la santé mentale est d'autant plus défectueuse qu'elle suit une période de bonheur, et après le bonheur, plus le bonheur a été fort, plus la crise qui suit se paye cash. Alors, d'abord, permettez-moi, comme à Sud Radio, on essaie d'être toujours précis dans l'information, de bien vous donner des éléments de repère. D'abord, ce jeune homme et Saint-Jean-de-Luz, parce que c'est ce qui déclenche ces émissions. Première chose, bien enregistrer ce que je vais vous dire. Le temps médiatique n'est pas le temps psychiatrique. Et je le répète. Le temps médiatique n'est pas le temps psychiatrique. Ce jeune homme n'a pas eu le process pour le moment de l'expertise psychiatrique, de la contre-expertise psychiatrique. On ne peut pas préjuger de sa conscience ou pas lors de ce passage à l'acte. Et je pointe le mot conscience, parce que c'est ce qui sera déterminant. C'est la raison pour laquelle, effectivement, c'est un fait d'actualité qui nous amène à ce débat, mais nous sortirons, et vous l'avez compris, de ce débat-là, très vite de ce débat-là. C'est pour ça que je vais vous donner un chiffre. Il y a des sondages, et le Psychodon et Opinionway font un sondage chaque année. 25% des jeunes de 16 à 25 ans se déclarent malheureux. 25% des jeunes de 16 à 25 ans se déclarent malheureux. Une tentative de suicide toutes les 3 minutes. Voilà, il faut être bien clair. En France, avec les chiffres. Ça veut dire, Michel Fize, que nous sommes en phase avec une prolifération. Finalement. Et le sociologue que vous êtes peut peut-être y voir une relation de cause à effet. C'est-à-dire que quand certains vont mal, l'environnement va aussi mal et finalement ça fait l'effet boule de neige. Je crois que si on voulait trouver un point repère de rupture, ce serait probablement ces années que vous avez signalées tout à l'heure, les années 80, en particulier milieu des années 80, où tout a commencé à basculer au niveau des violences scolaires, qui ont commencé évidemment à prendre une tournure qu'elles n'avaient pas auparavant. Donc ça permet quand même de dire, pour le sociologue, que les conditions de vie des adolescents en particulier et des gens en général se sont quand même fortement dégradées au fil des années. Qu'est-ce qui fait que dans les années 80, la violence se décuple chez les jeunes ? Eh bien, ça a commencé par des violences qu'on a minimisées à l'époque, parce que malheureusement, on minimise toujours les choses quand elles commencent à empirer. On a commencé à voir ce qu'on a appelé les violences verbales. Donc, on a commencé à se parler mal. On a commencé à être moins bienveillants les uns envers les autres. Même si, évidemment, l'école n'est pas le monde des bisounours, mais il n'y avait pas quand même, évidemment, ces histoires de harcèlement qui deviennent d'ailleurs banales. Ces histoires deviennent banales. Voilà.
Donc je pense que les souffrances se sont installées, parce que derrière les violences dont on parle, il y a évidemment des souffrances. Donc c'est beaucoup plus compliqué pour les familles, parce qu'évidemment l'économie, les finances, évidemment, sont beaucoup plus difficiles à gérer. L'emploi n'est pas aussi stabilisé qu'autrefois. Mais la santé mentale des jeunes, elle est observée par 3 piliers. Le bio, le psycho, le social. Le biologique, quel état inflammatoire je suis, comment va ma santé. Le psychologique, est-ce que j'ai vécu des traumatismes ou pas. Et le social, dans quel environnement je vis, qui est votre travail. Mais ces jeunes aujourd'hui, quand on dit ils vont pas bien, ils vont pas bien, mais pourquoi? Parce qu'ils ont vécu des fractures psychiques. Vous savez que c'est une génération, pour aller à la FNAC, acheter des disques ou de la musique, il a fallu apprendre à passer des barrières et à vider son sac. Il a fallu vivre avec des images où on tue dans les rues, sur les terrasses. Tout cela est traumatique. Et parce que effectivement, la guerre. Le Covid, la guerre, le terrorisme, également, ne l'oublions pas. Johanna Rosenblum, tout de suite après la pause publicitaire, on essaiera de creuser avec vous, parce que j'entends plein de choses, les années 80 déclenchent. Alors, est-ce qu'il y a une question d'autorité qui se liquéfie? Est-ce que, effectivement, ces événements dont nous parlait Didier Meyrand renforcent cette sensation, cette réaction de mal-être? Vous réagissez 0826 300 300, vous êtes les bienvenus, dites-nous ce que vous en pensez et nous revenons dans un instant. La santé mentale de nos adolescents, comment vont nos adolescents? Nous en parlons avec le sociologue Michel Fize, avec la psychologue clinicienne Johanna Rosenblum et puis avec Didier Meyrand, le fondateur du Psychodon, Agir pour la santé mentale. Bon, nous avons parlé avec vous dans cette première partie du contexte. Oui, effectivement, la guerre, le Covid, etc., etc. Les années 80, ça change, un peu moins d'autorité, la société qui évolue. Mais aujourd'hui, Johanna Rosenblum, il y a un élément qui change tout. C'est le réseau social, c'est le fameux téléphone portable, c'est Internet. Et là, on ouvre le dossier. C'est peut-être avec tout ce qui a été dit, parce que toutes les générations ont eu leurs problématiques. Mais là, celle-ci, elle est différente et ça change tout. C'est vrai que les réseaux sociaux, ça a changé beaucoup de choses et il a fallu, en tant que professionnel de santé, aussi s'intéresser aux différents réseaux sociaux pour comprendre ce que tout ça impliquait. On a vu des nouveaux troubles apparaître plus fréquemment chez les jeunes, plus jeunes aussi, et des troubles qui passaient un petit peu incognito parce que les parents ne comprenaient pas comment fonctionnaient les réseaux sociaux et eux-mêmes n'avaient pas connu les réseaux sociaux. Mais c'est vrai qu'en termes de concentration, troubles du sommeil, donc manque de sommeil, troubles du comportement alimentaire, dysmorphophobie, ce que je vous disais, c'est-à-dire altération de la vision que l'on a de sa propre image, il y a une part de ces problématiques que l'on peut quand même imputer aux réseaux sociaux et qu'en apprenant à ces jeunes à réguler un petit peu leur trafic sur Internet, sur les réseaux, on arrive un petit peu à calmer le jeu, mais c'est une discipline supplémentaire que doivent acquérir ces jeunes et que n'avaient pas certainement à faire les jeunes d'il y a quelques années. Et du coup, qui désarçonne un petit peu les parents, appelez-nous, vous êtes parents, 0826 300 300, dites-nous votre vécu au quotidien avec votre adolescent. Mais pour vous donner un exemple très concret de l'actualité récente, il y aura une proposition de loi le 2 mars, c'est cette semaine, de la part du député de la Corse du Sud, Laurent Marcangeli, pour une majorité numérique à 15 ans. Si non-accord parental requis, bien sûr. Mais on a bien compris que tout système aussi pouvait être contourné sur Internet. Et Didier Meyrand, le problème aujourd'hui de la santé mentale des adolescents par rapport à ce qu'ils voient et ce à quoi ils sont confrontés, il faut y ajouter aussi l'inquiétude des parents. L'inquiétude des parents qui peut parfois être une transmission anxiogène. Parce que je ne comprends pas mon ado qui utilise des réseaux sociaux comme Insta ou d'autres, ou TikTok, je vais avoir tellement d'angoisse que je vais lui projeter mon inquiétude. Je vous renvoie vers les travaux d'Olivier Fan. Vous trouverez tous Olivier Fan, P-H-A-N, qui est un éminent psychiatre et qui a conduit beaucoup de recherches sur ce sujet. Il n'y a que 5% des jeunes qui sont addicts aux réseaux sociaux et à la vidéo. C'est aussi beaucoup les parents qui en font un fromage. Et qui sont aussi addicts aux réseaux sociaux. Et qui le sont peut-être addicts, pour certains. Mais en fait, si je suis tellement angoissé, moi, parent, parce que je te vois sur ton portable, sur les réseaux sociaux, je te transmets mon angoisse. En fait, ces jeunes, ils sont équipés sur le plan neurologique depuis tout petit. Quand vous regardez leurs hippocampes, ils n'ont pas les mêmes que nous.
Ils savent filtrer, ils sont moins fragiles que nous sur la consommation vidéo aux images. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'ils peuvent aussi contourner très facilement les interdictions de leurs parents. Mais bien sûr, ils sont très habiles. Mais n'en faisons pas non plus des caisses. Ils savent faire, ils savent être avec. Ils sont nés avec. C'est nos angoisses que nous projetons sur eux. 5% seulement sont adultes. Enfin, c'est quand même angoissant ce qui se passe sur les réseaux sociaux, Johanna Rosenblum. Oui, c'est angoissant, ça s'apprend. Mais je suis assez d'accord avec vous. Ce qui inquiète beaucoup les parents, c'est le sentiment de perte de contrôle, de voir que leur enfant maîtrise des outils qu'ils ne maîtrisent pas, qu'il se passe des choses qu'ils ne voient pas, et tout ça les inquiète beaucoup. Ça les inquiète d'une part à juste titre parce qu'il peut y avoir du harcèlement, du stalking, des choses que eux ne peuvent pas repérer et donc ils ne peuvent pas protéger leurs enfants, mais c'est aussi perdre un petit peu de leur petit enfant qu'ils maîtrisent dans les activités, dans les sorties, de voir que ces enfants deviennent des adolescents et qu'ils maîtrisent des outils et qu'ils consacrent leur temps à des choses qui leur échappent un peu, quoi. Qu'ils deviennent des adultes et c'est formidable. Exactement. Bon, d'accord, mais vous n'empêcherez pas les parents, et j'en suis un, je le rappelle, donc de s'inquiéter. Alors je me tourne vers Michel Fize. Michel, on est bien d'accord que cette histoire de réseaux sociaux déconstruit un peu la société, c'est-à-dire le rapport à l'empathie, par exemple, les repères, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une jeune fille, d'ailleurs, rappelons que les plus vulnérables aux problématiques sont les filles de 15 à 17 ans. C'est, là, pour le coup, ce sont des enquêtes qui sont menées, mais le paraître, la volonté d'être autre chose que ce qu'on est et de ressembler à du virtuel, finalement. Bon, alors, je crois que ce qu'il faut bien quand même souligner, c'est que les tentations sont plus grandes du fait des réseaux sociaux, car les offres sont plus nombreuses. J'étais en train de penser aux produits toxiques. Si on se reportait 50 ans en arrière, c'était simple. C'était cannabis, cocaïne, héroïne, et à peu près tout. Voilà, ça se concentrait sur ces produits de base. Aujourd'hui, il y a tous les produits de synthèse dont on apprend chaque jour qu'il y en a un nouveau. Donc, ça veut dire une tentation nouvelle. Voilà. Et la deuxième chose... Michel Fize, pardon, j'aime pas le faire, mais je vous interromps parce que j'ai parlé avec un policier qui agit dans le Gers. On salue tous les policiers du Gers. Et il mène des missions auprès des collégiens. Et donc, c'est bien sûr partout en France. Et il me dit, avant, la mission, et c'est ce que vous disiez, Michel Fize, la mission, c'était de sensibiliser aux méfaits de la drogue. Là, maintenant, dans le programme de sensibilisation, il y a attention aux réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on l'a mis au même niveau que la prévention contre la drogue. Oui, et puis, deuxième fait important, c'est le rajeunissement de l'adolescence. On entre dans cet âge plus tôt. Ça fait très longtemps que je dis que tout ceci, maintenant, se passe à l'école primaire. Et on commence à admettre qu'en CM2, il y a des choses qu'on trouvait qu'en classe de 5e, voire 4e, il y a encore quelques années, et qu'aujourd'hui, en CM1, voire en CE2, on a déjà des entrées en familiarisation avec, par exemple, des réseaux sociaux pour lesquels, théoriquement, avant 13 ans, on ne pourrait pas mettre le pied, mais on met le pied. Voilà, alors, je pense que le monde est beaucoup plus ouvert qu'évidemment autrefois. Donc les tentations sont plus grandes. Donc les risques de succomber, évidemment, vont de pair. Bon, nous étions dans le Gers. C'est aussi un ensemble d'opportunités. Didier, on était dans le Gers, oui. On va aller dans le Lot-et-Garonne. Ah, génial. Oui, Marie-Alice, qui est maman, et qui est infirmière libérale, et qui a donc une jeune fille, alors qui a grandi maintenant, 25 ans. Oui. Bonjour Marie-Alice. Oui, bonjour. Vous partagez avec moi quand même cette inquiétude pour nos adolescents. Alors, il y a bien sûr les réseaux sociaux, mais vous allez plus loin de par votre expérience, vous évoquez le Covid aussi. Voilà, j'évoque le Covid, j'évoque aussi la crise, le problème de désertification, parce qu'avant, on avait une infirmière scolaire. Maintenant, il est de plus en plus rare de trouver une infirmière dans un lycée ou dans un collège. Et quand les jeunes vont à la fac, aller prendre un rendez-vous, beaucoup de jeunes en université ne voient plus de médecin, ne se soignent plus. Voilà. Et moi, j'ai le cas de ma fille, qui est jeune diplômée, qui est dans la santé et qui vient de faire un burn-out parce que, toute cette période Covid, a travaillé toute seule, enfermée dans des appartements qui font pas 400 mètres carrés, on est d'accord. Oui, bien sûr.
voilà, vous tournez vite en rond. Donc c'est vrai que moi je trouve que cette situation actuelle, hein, que ce soit au niveau de la médecine, au niveau scolaire, tout est en train de partir dans tous les sens. Et nos jeunes, ils voient déjà des adultes, en l'occurrence nous, professionnels, en difficulté. Enfin, ils doivent se dire, mais quel est ce monde ? Oui, c'est d'une certaine manière ce que disait Didier Meyrand, c'est-à-dire qu'on transmet aussi ces inquiétudes. Johanna Rosenblum, alors restez avec nous, hein, Marie-Alice, parce que il peut y avoir aussi un échange entre l'infirmière libérale que vous êtes et puis la psychologue clinicienne que vous êtes, Johanna Rosenblum. Bon, il y a cette histoire de Covid, effectivement, donc il y a le confinement, et puisque nous parlions des réseaux sociaux, qui restent quand même aujourd'hui la problématique, c'est-à-dire que ça a été un déclencheur d'encore un peu plus de réseaux sociaux aussi. Merci beaucoup pour le témoignage, mais il est très intéressant et rejoint ce que vous disiez tout à l'heure concernant la projection. Un jeune ne peut pas se dire mais dans quel monde on est, dans la mesure où il ne connaît que le monde dans lequel il est. Ils sont nés avec les réseaux sociaux, ils sont surdoués des réseaux sociaux, ils sont beaucoup plus mûrs, beaucoup plus éclairés que nous l'étions au même âge. C'est les parents, entre guillemets, qui ne comprennent pas comment tout ça fonctionne. Priver un jeune de tous ces nouveaux outils, c'est le privé d'une capacité de s'adapter, d'apprendre à les utiliser. D'accord, mais il faut des garde-fous quand même, Johanna Rosenblum. Il faut des garde-fous, mais on apprend beaucoup aussi en se plantant. Et les parents doivent aussi l'entendre. Quand on fait un premier burn-out, et c'est vrai que c'est très difficile à vivre, et ce surmenage, c'est extrêmement complexe aussi à traiter. C'est très contrariant pour les proches aussi d'avoir été témoins de ça. Mais c'est une fois qu'on a fait un premier burn-out que soi-même, on sait se mettre une hygiène de vie, on sait remettre le travail à la place où il doit être, où on sait exactement combien de temps on doit travailler, combien de temps on doit se reposer, quels sont les indices physiologiques, physiques qui montrent qu'on commence à décompenser un petit peu. Donc, dire c'était mieux avant, dans quelle époque vit-on ? Non, voilà, ça ne sert à rien. Et en fait, moi, en cabinet, c'est vraiment des outils. C'était mieux avant, mais comment on va faire avec les réseaux sociaux ? Mais c'est la cata, les jeunes et tout ça. J'utilise pas du tout ça pour travailler. En fait, moi, ce que je dis aux jeunes, mais aussi aux moins jeunes, c'est qu'en fait, c'est comme un jeu de société. Il y a une règle du jeu, une notice de base. Il va y avoir des réseaux sociaux, il va y avoir des moments difficiles, il va y avoir de l'anxiété, il va y avoir une guerre en Ukraine. Tout ça, c'est ce que vous ne pouvez pas changer. Voilà. C'est la vie, c'est la réalité, on est dedans. Une fois qu'on a ça, comment on fait pour bien jouer le game ? Comment on fait pour avancer avec tout ça ? Merci en tout cas, Marie-Alice, de nous avoir confié votre impression. Pas facile d'être parent quand même en ce moment, non ? Non, pas facile d'être parent, pas facile d'être soignant. Moi, j'ai des patients de 90 ans qui essayent de joindre leur médecin. Et on leur répond, allez sur Doctolib. Et eux, ils me disent ça, ils me disent, mais moi, j'ai pas Internet. Comment je fais ? Ah, bien voilà. Effectivement, c'est un tout. Ben oui, en retournant la problématique, c'est pour ça que votre témoignage est très, très intéressant, Marie-Alice. Bon, on marque une respiration, mais nous revenons, évidemment, parce que nous avons le temps, jusqu'à midi, le débat de ce rendez-vous du lundi, la santé mentale de nos adolescents, de nos jeunes, au sens large. Parce qu'il y a les jeunes adultes aussi qui finalement sont dans la continuité de ces problématiques d'adolescence. Allez, à tout de suite. Notre société va mal et les jeunes sont des éponges. C'est le thème de notre débat. Nous sommes avec Michel Fize, le sociologue et chercheur au CNRS, Johanna Rosenblum, psychologue clinicienne. Vous êtes tous également de brillants auteurs. Didier Meyrand, présentateur de La Roue des émotions, vous le savez, sur Sud Radio tous les samedis, mais aussi fondateur du psychodon Agir pour la santé. Bon, j'ai bien entendu notamment Johanna Rosenblum et Didier Meyrand nous dire que les parents projetaient leurs inquiétudes sur les enfants quant aux réseaux sociaux. Mais quand même. Bon, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont montrés du doigt et Big Flo et Oli, qui sont les porte-drapeaux de la jeunesse, le disent bien. On s'en fout de ton visage, montre-nous un peu de string. Vous avez compris les filles, vous êtes des produits marketing. Aujourd'hui, une petite jeune au collège se filme, envoie sur Instagram, sur TikTok, des images d'elle-même. C'est affolant, Michel Fize. D'abord, il faut rappeler, on a évoqué la question du harcèlement tout à l'heure. Le harcèlement, il est plus circonscrit aux enceintes des écoles, comme c'était avant l'invention des réseaux sociaux. Aujourd'hui, le harcèlement, il est nocturne et diurne.
justement à cause des réseaux sociaux. Donc évidemment, les réseaux sociaux sont porteurs du meilleur et du pire. Qu'il y ait de grandes capacités, de grandes habiletés, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, je suis parfaitement d'accord. Qu'il y ait des angoisses des parents, des surexagérations, je suis d'accord également. Bon, il n'en demeure pas moins qu'il faut ne pas perdre de vue ce qui me paraît être l'essentiel, c'est l'environnement dans lequel vivent ces jeunes aujourd'hui. C'est un environnement extrêmement difficile. Il n'a jamais été aussi difficile qu'aujourd'hui. Bon, prenons la pression scolaire. Il n'a jamais été, oui, enfin, de notre époque, on va dire du 20-21e siècle, enfin, à la moitié. Hein, parce que, donc, il y a encore deux écueils à l'école, une pression scolaire qui demeure très élevé et un échec scolaire qui demeure également non négligeable. Donc, il y a ceux, évidemment, qui peuvent pâtir d'avoir cette compétition scolaire à supporter et qui peuvent mentalement, évidemment, en subir des conséquences. Et puis, l'échec scolaire. Hein. Personne ne se satisfait d'un échec scolaire. Voilà. Donc, la pression est très forte. Michel Fize, un constat. Consommation élevée des réseaux sociaux égale baisse des notes. Certains passent de 6 à 8 heures, on va dire 6 heures en moyenne par jour, et voire même la nuit sur les réseaux sociaux. D'où l'expression nouvelle d'addiction numérique. Donc on est bien d'accord sur le fait qu'il ne s'agit pas de s'éloigner des réseaux qui sont porteurs, encore une fois, de grandes avancées, notamment en termes de connaissances. Le problème, comme dans beaucoup de choses, c'est la mesure. C'est-à-dire il faut effectivement partager son temps. Il y a un temps scolaire, il y a un temps familial, il y a un temps des réseaux sociaux, il y a un temps du smartphone, il y a un temps des loisirs, etc. Alors allons chercher Didier Meyrand, justement, parce que Didier, j'ai bien compris, pour vous, les réseaux sociaux, c'est bien et d'accord, mais quand même les réseaux sociaux, il y a des projets vers un système d'abonnement payant pour authentifier son identité. Projet d'Elon Musk avec Twitter, Facebook qui après 20 ans va enfin s'y mettre. C'est important, la publicité en ligne est de plus en plus sollicitée. Et vous pensez que les interdits ont toujours réussi à arrêter les jeunes? Le cadre, une loi. Et on les fera encore plus réagir. Didier, plus on met de l'interdit. Il faut bien un cadre quand même. Mais un cadre, bien sûr, mais le cadre, c'est celui de l'autorité parentale. Exactement. C'est celui de la discussion en famille. C'est pas encore une loi de plus. Je t'interdis cela, mais n'importe quel ado, n'importe quel jeune va dire waouh, j'y vais. Mais sauf que vous m'avez confirmé que les parents ne savaient pas gérer parce qu'ils n'avaient pas. C'est aux parents et de manière intergénérationnelle à apprendre à vivre et ce avec n'est pas leurs aussi jeunes. Aux responsables des réseaux sociaux. Mais les responsables des réseaux sociaux, ce sont des entreprises. Ils n'ont qu'un objectif, du market et vendre. On a des entreprises les entreprises peuvent être responsables. Quand vous avez des TikTok était responsable, on le saurait. Ce sont des Chinois qui n'ont aucune valeur sur le plan de leur engagement. Ça n'a rien à faire avec le fait qu'ils soient chinois, mais en tout cas, leur marché, avec le fait que ce soit une entreprise commerciale. C'est une entreprise chinoise qui n'a aucun ADN. En termes de responsabilité sociale. Il y a aussi des entreprises américaines qui n'ont pas de... Non, c'est ce que je veux dire. D'ailleurs, Instagram aussi. 1200 familles viennent de saisir la justice aux États-Unis contre Instagram. Ils n'ont pas de valeur d'ADN, de responsabilité sociale, à avoir une responsabilité numérique envers les familles. Ils font du business. C'est les familles. C'est nous qui devons apprendre à nos enfants à leur dire, comme n'importe quel interdit, on fait quoi là? Comment on y va? Quel est le temps de la famille? Quel est le temps où on est ensemble? Quel est le temps où tu es sur les réseaux sociaux? Comment tu passes de la classe, qui est un monde où tu poses ton portable, où tu es assis, où tu es immobile, ou dehors, où tu es complètement en instantanéité. Et pour les parents qui passent leur journée au boulot parce qu'il y a des transports, tout ça, c'est difficile aussi. Peut-être, Emmanuel, à Montpellier, est avec nous, 0826 300 300. Réagissez parce que ce débat est passionnant, et merci à nos trois invités, parce qu'il y a des visions aussi antagonistes et donc très intéressantes. Emmanuel, Montpellier, vous dites, je suis convaincu que nous, adultes, nous avons une responsabilité sur le mal-être de nos jeunes. Vous venez d'écouter ce qui se dit. Témoignez. Oui, bonjour à tous. Oui, absolument. Je vais abonder dans votre sens parce que je pense que là vous touchez à un point qui, à mon avis, est central. Je pense qu'en parallèle du fossé générationnel qui s'amplifie entre les parents et les enfants du fait que on est dans un monde qui tourne à 100 à l'heure, je pense qu'il y a des éléments qu'on oublie dans le contexte. Enfin,
Vous les évoquez, je ne suis pas aussi pointu que vous là-dessus, mais nos dirigeants appauvrissent d'année en année en fait les structures de santé, comme en psychiatrie par exemple, les structures d'éducation nationale. Moi, je suis obligé de fournir des remèdes de papier à mes enfants au collège. Les structures judiciaires, par exemple, les peines ne sont pas appliquées ou peu appliquées. Et les structures, tout ça, ce sont des structures qui fondent la stabilité de nos sociétés, en fait. Oui, il faut un cadre quand même, c'est important. Absolument, bien sûr, c'est fondamental même. Mais plus on appauvrit ces structures-là, plus on fragilise l'édifice général. Nous proposons également aussi à nos jeunes un monde dans lequel le travail se raréfie, avec la montée en puissance de l'IA et de la robotique, tout ça étant accompagné bien évidemment par les pouvoirs publics qui laissent les entreprises avancer là-dedans. Nous laissons à nos jeunes aussi un monde qui est au bord d'une guerre, dont les fondements sont plus géostratégiques et économiques que barbares en soi, comme fondement direct, je veux dire. Donc en fait, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est que on jette l'opprobre sur une jeunesse qui, bien évidemment, comprend les outils qui sont à sa disposition aujourd'hui, ça je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, mes enfants font leurs devoirs en même temps qu'ils jouent à des jeux en ligne. C'est pas l'idéal, ça, hein, c'est pas l'idéal. Oui, mais c'est peut-être le contre-exemple. Moi, mes gamins, j'ai accompagné ça et ils ont 15 et 16 de moyenne générale. Bravo, bravo. Donc, mais parce que je n'en ai pas fait un obstacle. J'en ai fait, ah ouais, ça t'intéresse? Ok, comment on peut faire ça? Ah, t'arrives à faire les deux en même temps? Ouais. Ok, je vais pas m'opposer, je vais accompagner ça. Ouais. Bah, c'est très intéressant, Emmanuel. Je prends du temps sur mes trajets, etc. Voilà, mais vous avez la chance d'avoir du temps. Mais il faut aussi prendre le temps. Enfin, c'est toujours pareil. Attendez, justement, l'avis de Johanna Rosenblum sur ce que vous venez de dire. Justement. Mais oui, je trouve ça très intéressant, cet auditeur. Je suis assez d'accord avec lui. Les structures, globalement, c'est-à-dire ce qui est en dehors du système familial, ces structures-là, elles sont moins cadrantes. Donc, la structure familiale, les parents doivent reprendre le lead, absolument. Et après, c'est un échange qui doit se faire en interne. On n'est pas dans une entreprise où le parent doit être le petit chef, absolument. C'est sûr qu'il y a un rôle éducatif qui est certain. Les parents ont une responsabilité, une autorité sur leur enfant, mais il faut absolument qu'ils comprennent les nouvelles règles du jeu de leurs enfants, parce que en les comprenant bien, ils en feront des enfants épanouis qui sauront s'adapter aussi à l'avenir, parce que je l'annonce, si c'est pas un scoop, les réseaux sociaux ne disparaîtront jamais. Oui, faut le savoir. On l'a bien compris. Ils vont encore plus envahir le marché. Alors Emmanuel de Montpellier, donc je le rappelle, qui nous appelle au 0826 300 300. Vous aviez une question, on essaye d'y répondre assez rapidement. Allez-y. Pardonnez-moi, je finis avec ma question. Ma question qui est centrale et que vous venez d'aborder finalement, c'est quelle est la part de responsabilité du monde des adultes dans l'état du monde actuel plutôt que dans le dérapage des enfants qui subissent un monde dépravé? Bon, la question est posée. Merci Emmanuel de nous l'avoir posée. Restez bien à l'écoute parce que nous y répondons. Qui veut y répondre? Peut-être Didier Meilran, non? Ou Michel Fiz. Allez-y, Michel Fiz. Non, mais je pense que le monde des adultes, évidemment, porte une large part de responsabilité dans les dysfonctionnements actuels. Bon, il est évident que par rapport aux réseaux sociaux, certainement que l'interdiction n'est pas une réponse. Mais par contre, la régulation peut en être une. Bon, de même qu'en famille, l'autorité n'est plus une réponse. D'ailleurs, l'autorité qui était un pouvoir, en réalité. Oui. Mais j'entends régulation quand même. Régulation. Et puis, pour ce qui concerne la famille, je l'avais écrit il y a 30 ans, quand je parlais de démocratie familiale. Je disais, on n'est plus au temps de l'autorité, de la puissance paternelle, et on est au temps du dialogue, de l'échange, de l'explication. Donc je pense que par rapport à ce que disait Didier Meilran tout à l'heure, je crois qu'il faut expliquer. Voilà. Et je pense que c'est aussi le rôle de l'école. D'ailleurs, il faut expliquer pas simplement aux enfants, il faut expliquer aux parents. Mais c'est ce qui se fait à l'école. Je parlais des missions, les policiers qui viennent dans les écoles. Il y a aussi des périodes de sensibilisation sur le harcèlement. Parce qu'aujourd'hui, le harcèlement, c'est l'une des grandes problématiques. Il faut expliquer. Mais c'est compliqué parce que les professeurs, ils ont beaucoup de travail. Il faut faire passer les disciplines, l'académie. Mais il faut recomposer le fonctionnement de l'école. Ils ne sont pas formés sur la santé mentale. Donc, pour les former, tous doivent passer le brevet de secourisme en santé mentale. Il suffit de s'inscrire, PSSM, et au moins avoir les bases. Mais l'éducation nationale, elle progresse. Je pense, je repense à ce que faisait mon collègue Serge Tisseron il y a quelques années. Il disait, il faut expliquer l'image. Bon, aujourd'hui, il faut expliquer l'image et il faut expliquer le contenu de ce qui est écrit sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a le meilleur et le pire. Enfin, vous imaginez qu'aujourd'hui, un nombre important de jeunes croient que la Terre est plate.
Ouais. Vous voyez Bon, là, on part de loin, effectivement. Non, mais, on a encore 72 questions à vous poser. Bon. Et autant vous le dire, on le fera tout de suite après la petite pause publicitaire. C'est passionnant et vous n'hésitez pas à réagir au 0826 300 300. C'est vrai que ça nous inquiète, nos adolescents, nos enfants. Vers où, vers qui, vers quoi vont-ils ? On essaye d'y répondre. L'état mental, la santé mentale, l'état de forme de nos adolescents. Comment vont-ils dans ce contexte où effectivement les faits divers se multiplient ? Nous en parlons depuis 11 heures maintenant avec Michel Fize, le sociologue et chercheur au CNRS, avec Johanna Rosenblum, psychologue clinicienne, et puis avec Didier Meyrand, fondateur du Psychodon Agir pour la santé mentale. Bon, vous n'êtes pas d'accord sur certains points, chers intervenants du débat. J'aimerais quand même qu'on avance sur cette histoire, parce que ce soit Angèle tout à l'heure, Big Flo et Oli, Stromae, tout le monde y va quand même de son sermon pour faire attention à ces réseaux sociaux. Moi, je voudrais vous redonner un exemple, ma fameuse discussion avec les policiers du Gers, et ils me disent, donc nous menons des missions dans les collèges, dans certains lycées, donc prévention sur la drogue, sur les dangers des réseaux sociaux, et il me dit souvent, nous évoquons les questions sexuelles et on voit sortir de la salle une jeune collégienne ou une jeune lycéenne, les garçons aussi ça peut arriver, en pleurs. C'est comme si, finalement, les attentions portées sur les dangers des réseaux sociaux faisaient appel, chère Johanna Rosenblum, à des problématiques très fortes des enfants. Parce que, on en a parlé récemment, les réseaux sociaux servent aussi à manipuler les enfants. La pédocriminalité existe, on le sait. Oui, alors qu'est-ce qui fait sortir ces adolescents ? Le fait d'être confrontés à cette réalité-là, réalité, oui, et ça réveille chez eux des souffrances. Donc là aussi, finalement, évidemment, la police dit nous n'intervenons pas, mais nous alertons, et à ce moment-là, il y a bien sûr un suivi psychologique. Oui, certainement. S'il y a des réactions si vives lors de ces interventions qui ont vocation à être pédagogiques, se pose la question de la résonance qu'a le sujet chez l'enfant ou l'adolescent. Donc, ça peut être intéressant pour le psychologue scolaire ou l'enseignant qui est là, de se rapprocher de cet élève-là pour savoir à quel point ce qui a été abordé résonne, s'il y a un dysfonctionnement à la famille, s'il y a du harcèlement sur les réseaux sociaux, et voir comment on peut prendre en charge cet enfant. Parce que c'est là que je voulais vous amener tous les trois sur cette dernière partie, sur la question de la sexualité. Parce que d'accord, c'est bien les réseaux sociaux, d'accord, c'est bien Internet, mais quand un enfant de 10 ans est aux prises avec des images pornographiques, quand on l'a vu dans l'actualité récemment, un dirigeant d'une ligue sportive qui avait démarché un jeune de 13 ans. Attention, là il faut un cadre. Je pense encore une fois que moi, je voudrais pas être mal compris par rapport à mes deux collègues. L'intelligence des adolescents, leurs capacités, elles ne sont pas contestables. Elles sont même beaucoup plus grandes et très probablement sous-estimées par les adultes. La question, c'est les pièges qui leur sont évidemment tendus, et notamment sur les réseaux sociaux, faute de filtres. Donc on revient à la question de la régulation de tout à l'heure. Et d'une forme de contrôle parental et d'une forme de formation. Je rappelle que partout en France, vous pouvez vous former à la santé mentale, vous pouvez tous passer le brevet de secourisme en santé mentale, vous allez sur le site national, PSSM, et puis je rebondis sur... Ça nécessite aussi un savoir-faire, et puis les parents ont leur pathologie, pardonnez-moi, Didier Meyrand, mais quand même, ce n'est pas facile pour tout le monde. Je voudrais juste vous rappeler que la limite théorique d'accès à ces réseaux sociaux, c'est 13 ans, mais que souvent, dès 8 ans et demi, selon des études, les enfants y sont. Mais bien sûr, bien sûr. Ils sont tout petits avec. Et on ne peut pas les en empêcher, il faut juste éduquer et accompagner, comme le disait le papa tout à l'heure. Et je rappelle une incohérence. Stromae, Big Flo, etc. Angèle. Ils cassent tous les réseaux sociaux, mais ils font quoi ?
c'est des leaders sur les réseaux sociaux. Ce qui est à interroger là-dessus, c'est où est la cohérence? Comment tu peux dire waouh, faut pas y aller, et en même temps, t'es leader sur les réseaux sociaux? Mais on a la cohérence, la tolérance, l'incohérence. C'est incohérent de dire n'y va pas, et en même temps, je suis puissant et je m'en sers tout le temps. Didier Méran, la cohérence. Toi, ils font du business avec et ça se comprend. Ils font du business, mais ça veut dire que le business, mais vous étiez d'accord pour dire que c'est un outil intéressant, simplement la régulation, puisque si vous avez un enfant qui peut découvrir à 10 ans des images pornographique. Il faut bien un moment réguler tout cela, Johanna Reisenblum. Non, mais déjà, un enfant de 10 ans, ça prend pas l'ordinateur de la maison, ça va pas tout seul sur Internet. Il y a des sites sur lesquels il y a quand même les parents qui peuvent être mis par les parents. Donc le dysfonctionnement, il est là. C'est pas la faute de Google, la faute des réseaux sociaux, la faute de la malbouffe, la faute des harceleurs. C'est la faute des parents pour vous. Mais on peut pas faire comme si les parents et la structure familiale n'existaient pas. Les enfants ne sont pas tous des orphelins. Mais dans certains cas, enfin, je vous fais grâce, des problèmes de structure familiale, monoparentale, etc. Bien sûr, mais il faut faire avec. Il y a des nouveaux outils, il y a des nouveaux dangers qui existent et qui ne disparaîtront jamais. Et il y a eu d'autres dangers, par exemple dans les années 40, au moment des grandes guerres ou bien avant. Donc, on prend conscience de ça, on l'accepte une fois pour toutes. Accepter, ça ne veut pas dire être d'accord. Hein. Moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se passe. Ça veut juste dire que mes enfants sont ados, je n'ai pas le choix que d'accepter le monde dans lequel ils vivent et d'ailleurs dans lequel je vis aussi parce que voilà comment on se débrouille. Alors quand on a un enfant qui a 10 ans ou 13 ans risque de se retrouver en danger sur les réseaux sociaux, et ben en tant que parent, on range l'ordinateur, on met du contrôle parental, on regarde avec lui le soir l'historique. C'est pas foufou de dire à un parent, si votre enfant a 10 ans qu'il est en CM1 ou en CE2, voilà, vérifiez juste l'historique pour voir s'il n'a pas tapé quelque chose au hasard, il ne s'est pas retrouvé sur un site sur lequel il ne devrait pas se retrouver. Ce sera même rassurant pour lui. Mais c'est normal en fait. Il se sentira accompagné. Pour reprendre votre expression, hein, moi je vous suis, vous êtes nos référents et vous avez un vécu qui vous permet de dire ça, mais ce n'est pas non plus foufou de demander à des entreprises, à demander à des hommes politiques, à des femmes politiques de mettre des garde-fous. Mais vous pouvez le faire, mais vous pouvez attendre toute une vie que les choses se fassent. Ça c'est sûr. Voilà. Vous pouvez le faire. Et quand on est sur des logiques de marché comme les trusts chinois ou les trusts américains des réseaux sociaux, vous pouvez attendre toute votre vie, vous allez engager les... Sauf vous attendez toute votre vie que les gens prennent en charge vos... Il y a quand même une chose qu'il faut... Michel Fize. Il y a quand même une chose qu'il faut rajouter, c'est que là, on a un peu le sentiment que, bon, s'il y a des difficultés, c'est aux parents de les résoudre. Mais non, les parents ont aussi des difficultés. Et il faut aussi aider les parents à résoudre et à connaître et à faire l'apprentissage de ces réseaux qu'ils maîtrisent. Bien sûr. C'est pas incompatible. On dit pas aux parents qui doivent résoudre un problème. On doit dire qu'ils doivent faire avec le problème. Apprenons ensemble à marcher. Absolument. Bon, j'ai volontairement, parce que quand j'ai préparé ce débat, c'est vrai qu'il y a énormément de questions, mais cette question du réseau social est centrale. Maintenant, je voudrais aller sur la question de la violence. Il y a de plus en plus... Alors, est-ce que c'est le fait que nous soyons de plus en plus informés, mais des scènes de violence, de banalisation de la violence, nous le voyons dans les écoles, nous le voyons avec le phénomène de bande. Alors, ça a toujours existé, d'accord, les blousons noirs, etc., mais ça n'allait pas jusqu'à des situations que nous vivons aujourd'hui. C'est quoi cette violence? Moi, j'ai l'impression, je vous dis, moi, je suis un homme de médias, de télévision, de radio, j'ai mal quand sur nos chaînes de télévision, on ne voit que des bandes annonces avec de la violence. Est-ce que cette banalisation de la violence, on ne vit qu'avec des jeux violents, il y a de la violence partout, Michel Fize, au bout d'un moment, ça doit avoir des répercussions, ça. Bon, alors, là encore une fois, peut-être l'occasion de dire que l'optimisme, c'est un sentiment, c'est pas un fait. Et moi, je suis pas du côté des sentiments, je suis du côté des faits. Or, s'agissant de la violence, il y a incontestablement, j'ai étudié le phénomène des bandes depuis 30 ans, il y a incontestablement une montée des violences dont certaines deviennent des violences ordinaires, alors qui touchent effectivement les adolescents, les jeunes, mais qui touchent la société tout entière. Il n'y a pas la violence des jeunes d'un côté et puis la paix sociale portée par les adultes. Tout le monde est dans cet environnement de violence. Alors, on parlait des années 80 tout à l'heure. Effectivement, à partir des années 80, on a vu progressivement monter les violences verbales qu'on a
immédiatement sous-estimé, considérant, chercheur en tête, que c'était des micro-violences. Ne vous inquiétez pas, seules les violences sexuelles, les violences physiques, les coups sont effectivement à prendre en considération. Voilà. Et du coup, on a nourri les possibilités de voir arriver le harcèlement. Sauf qu'il y avait une évaporation de la notion d'ordre, de cadre et tout ça. Je suis désolé, on doit aller vite. Johanna Rosenblum, sur cette violence qui est partout sur les écrans. Est-ce qu'il y a un sentiment de banalisation? Est-ce que l'acte de violence n'est plus autant sacralisé dans ce contexte? Je ne sais pas si c'est banalisé ou si on n'a pas encore suffisamment de recul ou si les gens n'ont pas encore suffisamment de preuves pour réaliser que ça peut avoir des conséquences. Les enfants sont plus violents, les parents aussi sont plus stressés et parfois plus agressifs. C'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que de la violence physique, il y avait aussi de la violence morale, de la violence verbale. Tout ça sont des nouvelles notions auxquelles on est aussi sensibilisé. Il faut savoir que la psychologie de l'enfant, c'est pas si ancien que ça. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on comprend qu'un enfant peut aussi se faire harceler, que le harcèlement, c'est pas que au travail, en entreprise, chez l'adulte, qu'un enfant peut souffrir de symptômes anxio-dépressifs et que c'est pas uniquement pareil les adultes ou les parents qui souffrent. Donc tout ça, ce sont des notions qui sont nouvelles auxquelles nous sommes sensibilisés. Merci à vous trois. Je serais resté avec vous 3 heures. Mon parcours psy. Il y a un réflexe, il faut aller sur la plateforme Mon Parcours Psy. C'est noté. Et vous faire accompagner. Il y a des psys partout en France avec des numéros ADELI et ils sont conventionnés. On voit que vous êtes professionnel de la maison. Vous savez très bien pour la conclusion, Didier Meyrand. Merci Didier. À bientôt. Johanna Rosenblum, merci beaucoup. Michel Fize aussi. C'était très 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 enrichissant. Prenez soin de vos enfants, de vos ados, de vos jeunes. C'est l'heure de la réflexion approfondie à base d'un livre qui va faire référence. Jusqu'où iront-ils? Extinction, rébellion, dernière rénovation, les soulèvements de la terre ou encore Deep Green Résistance. Ces mouvements écolos radicaux. Le livre dont on parle, l'affrontement qui vient de l'éco-résistance à l'écoterrorisme aux éditions du Rocher. C'est une enquête menée par 2 journalistes, Anthony Cortez, que je salue. Bonjour Anthony. Bonjour. Journaliste à Marianne, auteur également du Réveil de la France oubliée. Et puis Sébastien Leurquin. Bonjour Sébastien. Bonjour. Journaliste indépendant, il enquête pour différents médias, nous dit-on. Et on sait que vous menez des enquêtes de manière costaude et précise. Vous êtes sans concession, messieurs, dans ce livre, sans concession pour ces mouvements, mais aussi pour le gouvernement. Vous parlez, Anthony, finalement d'un bras de fer. C'est ça qui est le plus affolant dans ce livre, c'est le bras de fer? C'est un bras de fer, et c'est un bras de fer qui a pour dénominateur commun la radicalité. Il y a une radicalité d'un côté, du côté des écologistes, parce que voilà, on veut monter en tension, on veut créer un rapport de force pour faire reculer certains projets qu'on dit néfastes pour l'environnement. Et puis de l'autre côté, il y a l'État qui durcit aussi son jeu, qui amène une répression, qui criminalise un mouvement et qui essaie aussi de le décrédibiliser. On l'a vu avec Gérald Darmanin qui les a qualifiés d'éco-terroristes. Voilà, ça c'est le terme, on va dire, qui est le point de départ de la réflexion finalement. Mais quand vous dites que l'État les criminalise, finalement, ça c'est une décision de justice. Ce n'est pas l'État. Simplement, c'est le débat politique, peut-être, Sébastien Leurquin, que vous dénoncez, parce qu'il y a quand même une dénonciation des politiques. Là. Tout à fait. En fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un double glissement sémantique. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez le ministre, lui, qui va parler d'écoterrorisme pour qualifier les militants, les activistes. Et puis les activistes eux-mêmes, en fait, aujourd'hui, ils sont dans une espèce de réflexion autour notamment du terme de violence. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de le déconstruire pour ouvrir quelque part leur champ de possible à des actions nouvelles. On le voit par exemple quand ils parlent de désarmement plutôt que de sabotage, pour qualifier par exemple les actions qu'ils ont menées, notamment contre l'usine Lafarge près de Marseille, qui avait été sabotée, ou contre le chantier de bassines agricoles près de Sainte-Soline. Oui, alors il y a l'exemple de ces bassins de rétention d'eau dans les Deux-Sèvres. Alors d'un côté, il y a des individus qui sont quand même terriblement radicaux, de l'autre, des agriculteurs qui sont acculés face aux problématiques. Bon, vous, auditeurs de Sud Radio, 0826 300 300. Si comme Anthony Cortez et Sébastien Leurquin, vous pensez que la tension monte et que peut-être on se dirige vers des situations chaotiques, n'hésitez pas, intervenez. Bon, moi j'ai adoré un livre, Les Justes, de Camus. Est-ce que finalement ces militants ne se placent pas dans la situation
pour ceux qui ne l'ont pas lu, de terroristes qui agiraient pour le bien finalement? Alors d'abord, avant de parler d'éventuel terrorisme, c'est vrai que quand on les écoute, quand on regarde leurs actions, on voit qu'ils ont à cœur de montrer que leur cause est juste. Et parce qu'elle est juste, elle pourrait valoir d'employer tous les moyens. Tous les moyens, ça peut être la violence matérielle et ça peut être la violence physique. Par contre, le mot terrorisme, pour l'instant, il est beaucoup trop connoté, exagéré. C'est pas vraiment une réalité en France. C'est même pas une réalité dans le droit français, l'écoterrorisme. C'est quelque chose qui n'est pas reconnu. Zéro mort, on peut le dire. Zéro mort pour l'instant. Zéro mort, exactement. Et puis la philosophie pacifiste du mouvement écologiste est encore là. Elle se maintient vraiment durablement. Cependant, il y a un vrai débat à l'intérieur des mouvements, où il y a une impatience qui est là, une exigence. Et puis, il y a un contexte à rappeler, c'est aussi celui de l'urgence climatique. Donc, on se pose la question, est-ce qu'on ne doit pas aller vers d'autres actions, des actions plus dures pour installer un rapport de force avec l'État, avec le pouvoir politique? Bon, vous interrogez dans votre livre Enquête plusieurs personnalités, notamment un ancien président de la République, François Hollande, qui dit « Il peut y avoir un terrorisme climatique, c'est-à-dire considérer qu'au nom d'une cause légitime, j'ai le droit de saboter, d'empêcher, d'interdire, voire même de faire exploser. » Là, du coup, on y est. Là, ce serait le cas extrême. Après, on voit on l'a vu par exemple ce week-end aussi au salon de l'agriculture où le président Emmanuel Macron a été interpellé par un militant de Dernière Rénovation. Et il lui dit, on en a marre de demander gentiment, écoutez-nous, sinon ça va être terrible. Le message est à double sens, c'est-à-dire que ça va être terrible, c'est le réchauffement climatique. Les conséquences du réchauffement vont être terrible, mais aussi nos actions. Dernière Rénovation, qui est un mouvement non violent et qui se dit de résistance civile, prévient là aussi le président Macron en disant attention, si le pouvoir politique reste sourd à nos alertes, on sait très bien qu'il y a d'autres groupes qui seraient potentiellement tentés de faire des actions beaucoup plus dures. Oui, mais alors dans le genre, il y a Arnaud Schwartz, le président de la France Nature Environnement, qui dit quand l'État ne respecte pas le droit, pourquoi respecter l'État? Bon, pardonnez-moi, je vais faire le petit clin d'œil, mais il va vite en besogne en disant que l'État ne respecte pas le droit. Alors, il va vite, mais à la fois, c'est basé sur des faits réels et concrets. C'est-à-dire que, par exemple, nous, dans le livre, on parle du grand contournement ouest de Strasbourg, qui est un projet autoroutier, contre lequel il y a eu 10 décisions négatives. Et malgré cela, on voit le préfet de région qui autorise le projet à aller à son terme. Et vous avez même à un moment donné la justice qui qualifie l'autoroute d'illégale, mais qui, contrainte et forcée, laisse les travaux se poursuivre. Donc je pense que c'est dans cette optique-là qu'il dit que l'État ne respecte pas le droit. Mais il y en a beaucoup des cas comme ça, parce que on l'entend pour Strasbourg, mais c'est-à-dire que en fait, il y a des conseils, des recommandations données par des spécialistes de l'environnement, et l'État ne suit pas, c'est ça? Il y en a un certain nombre, c'est vrai, on les énumère dans ce livre, et puis ce qu'on montre aussi dans ce livre, c'est que, en fait, derrière ce passage en force, cette doctrine du rouleau compresseur, comme on l'appelle, il y a une vraie philosophie, même une philosophie sur le plan juridique et aussi législatif. On voit en fait par exemple avec les différentes lois, alors il y a la loi ASAP par exemple de 2020, il y a aussi la loi de renforcement des énergies renouvelables, d'accélération, qui amène à réduire les espaces de discussion, les espaces de concertation et même à réduire les délais qui touchent aux enquêtes publiques. Les enquêtes publiques donc qui sont menées par l'autorité environnementale qui est une autorité indépendante. Donc on voit en fait, voilà, je parlais au tout début de deux radicalités. La radicalité de l'État, elle se place là-dessus. C'est dans la volonté de contourner parfois la justice pour mener à bien ses projets. Bon, messieurs, vous avez fait une enquête journalistique, donc c'est-à-dire totalement objectif, mais j'entends quand même, et j'invite les auditeurs de Sud Radio à réagir au 0826 300 300, j'entends quand même dans vos propos une invective à l'encontre de ce gouvernement, c'est-à-dire que le premier quinquennat et le deuxième qui s'enchaîne d'Emmanuel Macron est pour vous problématique sur ce dossier-là? C'est-à-dire qu'on a un État qui est condamné pour inaction climatique, et ça c'est vraiment quelque chose qui a marqué très fort les militants, et c'est quelque chose, et c'est ce à quoi ils se rattachent pour justifier leurs actions. C'est-à-dire qu'ils se disent que si l'État est condamné pour inaction climatique, qu'est-ce qui nous reste pour le faire dévier de sa trajectoire? Et donc Anthony le disait, il y a la radicalité de l'État qui cherche à aller toujours plus vite, toujours plus fort pour mener des projets notamment d'infrastructure et pour les mener à bien. Et donc les militants se disent, si l'État, comme vous le disiez avec M. Schwartz, si l'État se détourne du droit, alors qui peut finalement être le garant du droit? Et est-ce que finalement les militants écologistes, eux aussi, ne doivent pas
se détourner du droit pour mener leur campagne. C'est pour ça qu'ils parlent de résistance civile, de désobéissance. Quand vous interrogez François Hollande, avant lui Nicolas Sarkozy, peut-être même Jacques Chirac avant, parce que le contexte économique et climatique finalement a été alerté par Jacques Chirac. Mais est-ce que ce gouvernement, par rapport à cette nécessité climatique, vous semble plus critiquable que les précédents, ou alors est-ce que c'est une dynamique économique qui se pose? Alors pour répondre à cette question, je pense qu'il faut prendre un peu de recul. Il faut d'abord même se baser sur les propos d'Antoine Gatté, qui est de France Nature Environnement. On citait tout à l'heure cette fédération-là. En gros, il nous dit, sous Nicolas Sarkozy, on pouvait discuter. Bon, il y avait certains projets qui étaient discutables, mais au moins on pouvait discuter. Sous François Hollande, l'espace de discussion s'est à peu près réduit, mais voilà, on pouvait encore peser. Par contre, sous Emmanuel Macron, tous les contre-pouvoirs écologistes, donc les associations, les partis, mais puis la société civile dans son ensemble, a été déconsidéré, voire invisibilisé. C'est ce que nous dit Antoine Gatté. Donc après, pour répondre sur le bilan d'Emmanuel Macron, oui, il porte une certaine responsabilité. Pourquoi ? Parce que Emmanuel Macron, c'était un espoir aussi. Il faut se souvenir de qui était Emmanuel Macron le candidat et qui était Emmanuel Macron le président des premiers mois. Emmanuel Macron le président des premiers mois, c'est celui de Make Planet Great Again. C'est-à-dire que Donald Trump annonce que les États-Unis sortent des accords de Paris. Tout de suite, il réagit avec une intervention télévisée en disant: je mènerai le combat écologiste, écologique. Je vais réussir à convaincre toutes les grandes puissances qui polluent la planète, et on va mener le combat malgré Donald Trump. Et malgré tout ça, on le voit dans les mois à venir et puis les années à venir, il y a eu beaucoup de reculades. C'est-à-dire que par exemple la Convention citoyenne pour le climat, un quart des propositions ont été retenues, alors que c'est une démarche menée par Emmanuel Macron. Il y a tout un ensemble. Alors bon, j'ai deux questions. Je vais garder celle de l'internationalisation pour après. Je vais revenir sur l'histoire dont vous citez Emmanuel Macron, le président de la République, mais est-ce qu'on peut faire référence à ces ministres de l'écologie? Il y a bien sûr le précédent Nicolas Hulot qui est parti, qui a quitté le gouvernement. Est-ce que nous n'avons pas aussi un manque d'un ministre de l'écologie qui incarnerait ce dialogue? Parce que c'est la question du dialogue que vous posez là. Tout à fait. Ouais. Et effectivement, le rôle du ministre de la Transition écologique pose question aujourd'hui, quand on voit que les conséquences du réchauffement climatique vont être plus que sérieuses, et que le ministre prépare, d'ailleurs la semaine dernière, l'opinion à s'adapter. Il demande à l'opinion de s'adapter à une situation à plus 4 degrés. Ouais. Il est peut-être dans une dynamique de adaptez-vous plutôt que je vais vous protéger du réchauffement. Donc c'est vrai que en ce sens, il ne porte pas quelque part la prévention, et il est déjà dans l'après. Et c'est ce que ne veulent pas justement les militants écologistes, qui se disent mais il n'est pas trop tard pour agir, il faut agir maintenant. Il est hors de question d'attendre qu'on soit à plus 4 degrés. C'est ce qu'ils nous disent dans notre enquête. Avec dans l'actualité, bien sûr, la question prégnante de la sécheresse, rencontre de Christophe Béchu avec les préfets notamment aujourd'hui. Bon, je reviens sur votre livre, l'affrontement qui vient de l'écoterrorisme, de l'éco-résistance à l'écoterrorisme. Vous prenez parti en disant on y va tout droit, ou est-ce que vous dites finalement on est en face de gens qui essayent de se faire entendre, mais qui, s'ils se battent finalement pour un idéal d'une meilleure planète, ils ne vont pas non plus se faire harakiri, quoi. Non. Alors on se pose la question, on part du milieu des années 2010 avec les marches pour le climat. Alors tout le monde s'en souvient, voilà, il y avait des dizaines de milliers de personnes qui défilaient et qui avaient de l'espoir pour voilà, changer de système, changer de cap. On se souvient que dans ces marches-là, il y avait même des ministres, des élus de premier plan. Il y avait un espoir et une volonté de régler la chose de manière pacifique. Sauf que ça n'a rien donné. On est en 2023, il y a tout ce qu'on a rappelé, toutes ces promesses non tenues. Alors maintenant, on se pose la question de éventuellement passer un cap. Alors, est-ce qu'on va aller vers l'écoterrorisme? Ça, c'est une grande question. Et pour cela, on a interrogé les services de renseignement. C'est vrai qu'on a fait une grande immersion aussi au cœur de la machine étatique. Nous y venons parce que ça, c'est très intéressant, parce que vous avez des réponses aussi sur les risques. Oui. En fait, sur les risques, en tout cas, ce qui inquiète les services de renseignement, c'est une porosité entre le milieu écologiste et l'ultra-gauche. Alors l'ultra-gauche, que ce soit les libertaires, les antifascistes, etc., et ceux qui pratiquent le Black Bloc. On l'a vu par exemple à Sainte-Soline. Sainte-Soline, c'était représentatif parce que, alors nous, on y était en reportage, on l'explique d'ailleurs dans le livre. Ce qui était intéressant, c'est que, alors il y avait la présence de ces membres de groupuscules d'ultra-gauche qui pratiquaient le Black Bloc. Habituellement, les écologistes, ils ne les reconnaissent pas. Ils leur disent en gros,
on peut vous accepter dans nos rangs, mais par contre, vos pratiques, elles restent à l'extérieur. Là, au contraire, c'était pas du tout ça. On les envoyait au front, en première ligne, pour faire face aux forces de l'ordre. Il y avait une volonté de défier l'État et ses représentants. Bon, ça c'était extrêmement dangereux. Sur ces prises de position, donc il y a eu des discussions avec ces représentants, des discussions que vous avez menées. Est-ce que on peut vraiment différencier ces mouvements écologistes du parti, on va dire aujourd'hui, qui fait référence, Europe Écologie Les Verts? Est-ce qu'il y a des connexions politiques avec Sandrine Rousseau, avec Yannick Jadot, peut-être un peu moins, on imagine, sur quel relationnel vous avez analysé? Alors, ce qu'on a massivement quand même retrouvé, nous, sur le terrain pendant nos reportages, c'est qu'on est face plutôt à des jeunes qui se sont détournés des partis politiques traditionnels. Et qui l'ont dit à Yannick Jadot sur une fameuse manifestation. À Sainte-Soline, tout à fait. Ouais. Et des jeunes qui n'y croient plus vraiment et qui vont plutôt chercher à s'engager dans des mouvements de terrain, et notamment dans des mouvements qu'on voit apparaître comme les soulèvements de la terre ou Terre de lutte, qui sont des mouvements qui sont vraiment répartis partout en France et qui s'engagent sur les luttes locales. Et c'est plutôt comme ça que finalement se manifeste leur combat politique, plus qu'en lien avec des partis établis. Bon, dernière question, parce que ça va très vite et vraiment votre sujet est passionnant, mais Anthony Cortés, est-ce qu'ils ont conscience que ce n'est pas seul Emmanuel Macron qui va régler le problème de la planète et bien que c'est un problème international quand même? Bien sûr, mais la France peut être leader, peut être locomotive dans ce mouvement-là, et c'est vrai que bon, la France, on n'est pas les pires, on n'est pas l'Inde, on n'est pas la Chine, mais cependant on pourrait, comme on l'a été en fait avec François Hollande sous la COP21, on pourrait être fer de lance. Aujourd'hui, on n'a plus du tout cette ambition-là. On l'a dans les propos, mais on l'a pas dans les actes. C'est ça le problème. C'est ce greenwashing qui est dénoncé par les militants. Messieurs, bravo pour votre enquête. J'invite donc tous les auditeurs de Sud Radio à lire l'affrontement qui vient de l'écoterrorisme de l'éco-résistance à l'écoterrorisme. Je vais aller vite moi aussi en besogne finalement aux éditions du Rocher. Bravo à vous, Anthony Cortés et Sébastien Lurquin.